Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre, cher François. Plein de questions à vous poser. Plein de questions. Réponses. Voilà, je sais bien. Vous vous êtes donné 3 priorités. Lutter contre les inégalités en santé, donner aux professionnels tous les outils utiles à leur action et décloisonner en profondeur le système de santé. C'est un sacré boulot. Quelles actions concrètes comptez-vous lancer pour assurer la mutation profonde de notre système de santé et l'adapter au XXIe siècle? Je pense que le plus important dans notre système de santé actuellement et dans ces difficultés, c'est de pouvoir libérer un peu les énergies au niveau du terrain. Et c'est vraiment tout l'esprit du Conseil national de la refondation en santé. Le deuxième point, c'est que de toute façon, je n'y arriverai pas seul. J'y arriverai avec l'ensemble des professionnels, avec nos concitoyens, avec les élus. Donc, dans les difficultés actuelles, j'ai 2 axes principaux. Un premier axe pour répondre tout de suite aux difficultés de nos concitoyens. Répondre tout de suite, c'est aller chercher les idées pertinentes sur le terrain, les mettre en application, les proposer dans le principe de la boîte à outils qu'on a déjà mis en place cet été. Et ces actions concrètes, elles vont être autour d'un médecin traitant pour les 600 000 personnes en ALD qui n'en ont pas, les plus fragiles. Ça va être sur la permanence des soins, pouvoir trouver un professionnel de santé. Ça va être sur l'attractivité des métiers du soin. Et ça va être également sur la prévention, puisqu'il n'aura échappé à personne que c'est le ministère de la Santé et de la Prévention. Ces quatre points sont on est dans un pays de montagne, je dirais, les figures imposées du patinage artistique du CNR. Donc nous avons ces 4 thèmes qui seront traités au niveau des territoires, c'est tout l'enjeu, partout. Donc j'aurai tous besoin de vous au niveau de chaque territoire pour animer avec les ARS, avec les préfets qui vont assurer le fonctionnement, avec les élus, avec les concitoyens. Et puis il y a des sujets qui vont être des sujets, des figures libres. C'est-à-dire qu'en fonction des problématiques de certains territoires, il va y avoir des sujets à traiter. Ici, comme dans ma Moselle, ça va être le transfrontalier, par exemple. Donc on voit bien que ces problématiques actuelles, ces soucis de nos concitoyens de trouver un médecin traitant, il faut y apporter des réponses immédiates. Et ces réponses, je vais les construire avec les territoires. C'est ça le côté CNR territorial. Et ensuite, il y a des enjeux qui sont un peu plus transversaux, on en parlera peut-être, mais la 4e année, le fameux DES de médecine générale, des enjeux de simplification qui là vont nécessiter des débats, mais qui n'auraient pas de justification au niveau territorial, donc qui vont être plutôt au niveau national, avec toujours cette composante élus, soignants, professionnels de santé et citoyens. Ça, je dirais que ce sont les actions immédiates. Cette concertation territoriale, cette animation des débats sur les territoires, ça va être jusqu'à la fin d'année. Et puis les grands points un peu transversaux qu'on présentera lundi, donc à la réunion de mise en œuvre du CNR, de démarrage, ça va être jusqu'au fin du premier trimestre 2023. Donc on va aller vite parce qu'il y a des besoins immédiats. Le CNR, ce n'est pas pour refaire des diagnostics que tout le monde connaît, que tout le monde partage, c'est un CNR d'action. C'est pour mettre en œuvre, et on pourra discuter de la façon de les mettre en œuvre après, c'est pour mettre en œuvre ces mesures. Et puis, il faut se projeter sur l'avenir. Il faut se projeter sur l'avenir de notre système de santé avec cette transition démographique, non seulement par rapport à la population, mais aussi par rapport aux professionnels de santé. On est incapable aujourd'hui de savoir de combien on aura besoin de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens en 2030, en 2050. Or, il faut se projeter beaucoup plus loin. Et ce n'est pas si simple, ce n'est pas uniquement des pyramides des âges, c'est aussi l'évolution des pathologies, l'évolution des prises en charge, les transferts de tâches et de compétences entre professionnels. Donc là, nous démarrons un travail également là-dessus, un travail également sur la transition écologique du système de santé, avec les risques émergents, d'où la création, vous avez pu suivre, du COVARS, ce fameux nouveau comité scientifique confié à Brigitte Autran, qui est chargé dans une logique de santé globale, donc One Health, de réfléchir aux zoonoses, aux autres pathologies qui peuvent nous arriver dans les dizaines d'années qui viennent. Et puis, il ne faut pas oublier la problématique de gouvernance aussi de notre système de santé, des réflexions à pousser sur la gouvernance. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun tabou, on met tout sur la table, y compris la réforme, mais je crois que Jean-Christophe Combe vous en a parlé, la réforme de nos ministères, qui fait partie de notre feuille de route. Et enfin, toute cette
logique doit être dans une soutenabilité financière de notre système de santé, et c'est donc des réflexions à conduire avec tous les professionnels, avec toutes les parties prenantes sur un nouveau financement de notre système de santé. Est-ce que c'est pertinent et sous quelle forme? Donc vous voyez que le travail ne manque pas. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à faire avec une action immédiate, tout de suite, parce que les Français nous la réclament, et il y en a besoin, des réflexions à très moyen terme, début 2023, et puis des réflexions à plus long terme sur le système de santé. Entendu. Merci. Mais je repense aux études de médecine. On est complètement fou. Dans un monde où on a de la simulation, dans un monde où on peut, avec du numérique, préparer les jeunes médecins, on est à 10 ans d'études, 14 ans pour un chirurgien. On déconne complètement, monsieur le ministre. En 8 ans, licence, master, doctorat, on forme un chirurgien aujourd'hui. Ce sont des opérateurs quasiment avec les robots. On est en train de partir sur un allongement des études de médecine. Personne ne comprend. Alors dites-nous ce que vous en pensez, parce que tout est fait pour les réduire et pour mettre sur le terrain plutôt des personnels qui se reformeront tout au long de la vie. Alors il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de la simulation en santé et il y a la question de la durée des études. Elles vont ensemble. Elles vont ensemble, mais pas que. Alors, si on prend la question de la durée des études, par exemple, par cette 4e année du DS de médecine générale, elle est demandée par les professionnels, par les internes, pour être mieux formés à des choses pour lesquelles on ne les forme pas, par exemple la gestion d'un cabinet. Mais on pourra y revenir si vous voulez. Après, il y a, bien sûr, la simulation apporte énormément de choses, mais je vais vous raconter un épisode qui est très personnel, mais que j'ai eu avec un ami anesthésiste qui était parti au Canada. Je parle de ça il y a une vingtaine d'années. Il était en Gaspésie, et il était un peu tout seul. C'était un original, hein. Il allait travailler en canoë à l'hôpital. Enfin, c'était vraiment très sympathique. Un vrai Canadien. Voilà. Et un soir, on mangeait, parce qu'il y a une espèce de ferme, et puis on discutait justement de la différence entre la médecine nord-américaine et la médecine française. Et il me disait, tu sais, ici j'ai découvert une médecine qui est une science. Mais heureusement, chez nous, c'est une science et un art. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant mieux qu'on gagne du temps dans les études de médecine, mais si on remettait un peu d'humanité dans les études de médecine, si on remettait un peu d'humanisme à la médecine, si on remettait un peu de contact avec les patients, apprendre à parler, on parle de la fin de vie, accompagner la fin de vie, tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend plus en médecine. On est devenu dans quelque chose de très technique. Alors, effectivement, la simulation va nous permettre de passer ce cap technique, peut-être plus vite, encore il faudrait en être sûr, mais peut-être plus vite. Profitons-en pour redonner un petit peu d'humanisme à nos études. Là, je suis complètement d'accord avec vous et je suis désolé de voir qu'il n'y a pas d'oral. Alors si quelques facultés maintenant remettent des oraux mais qui n'ont rien à voir, l'oral, ça devrait être en fait, on devrait avoir un acteur qui simule un malade et de voir comment se comporte le jeune apprenti, parce que les internes maintenant sont devant leur ordinateur, vous regardez en tournant comme ça pour voir, tout en pianotant, les oreilles dans les écouteurs, il n'y a plus de relation humaine. C'est absolument dramatique. D'où l'explosion des médecines parallèles. L'un va avec l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire avec les J'ai vu que à Périgueux, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes urgentiste, l'équipe, c'est avec le Tourneau, je crois, ou un nom comme ça, ils ont mis au point des mini-SMUR avec infirmiers et ambulanciers pour aller assurer des soins non programmés ou de petite urgence sans qu'il y ait de médecins. C'est l'avenir. Alors, c'est l'avenir, c'est une flèche de plus dans notre carquois. J'étais hier au Mans, où on a commencé le CNR, d'ailleurs extraordinaire, je pourrais vous en parler. Et en fait, ça vient du Mans, cette idée. C'est parce que dans la Sarthe, il n'y avait plus qu'une seule équipe SMUR au Mans et plus rien autour. Et ils ne trouvaient plus de médecins. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle les EPMU, les équipes paramédicales de médecine d'urgence. Oui. Qui sont effectivement des infirmières de service d'urgence avec un ambulancier et qui sont un peu avant-coureurs de l'équipe de SMUR. On a créé la même chose avec les médecins correspondants de SAMU, les médecins de montagne, il n'y a pas si longtemps que ça, comme on est dans un pays de montagne. Ça, c'est un premier élément, ça marche très bien. Les résultats sont très bons. Oui. Un gain de 20 minutes à peu près par rapport à l'arrivée du SMUR. Alors 20 minutes, c'est loin d'être négligeable. Donc bien entendu, il faut développer ça. Nous sommes restés... Bon, c'est un sujet où je peux rester des heures, mais nous sommes restés bloqués à une logique extrêmement ancienne, c'est-à-dire on parlait le secouriste, le réanimateur, en gros, et rien entre les deux. Voilà. Alors, les collègues anglo-saxons ont fait le secouriste et le super secouriste, et rien après. Et on se rend compte maintenant que tout le monde vient vers la même chose, le secouriste, l'infirmier et le réanimateur derrière, et il va y avoir une certaine homogénéité. Mais il y a autre chose aussi qui est très intéressant dans le cadre de l'urgence, qui a été créé essentiellement dans la Manche, autour de Saint-Lô, et qui s'est développé.
Ce sont des équipes envoyées par le SAMU, avec là aussi un infirmier, une infirmière et un ambulancier, et une valise de télémédecine. Là aussi, les résultats sont remarquables. Ils ont plus de 2000 patients pour lesquels on les aurait emmenés à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Eh bien, d'envoyer cette équipe, de pouvoir faire de la télémédecine, les 2/3 restent à domicile. Donc on voit bien qu'en s'appuyant sur d'autres professionnels de santé, et il va falloir s'appuyer sur les autres professionnels de santé, élargir leurs compétences, aller plus loin que les protocoles de coopération. Et puis en s'aidant aussi avec la technique, on va pouvoir réformer un petit peu et garder au médecin sa place où il a le plus de plus-value pour le patient. On est bien d'accord. Mais alors dans ce cadre-là, presque on pourrait dire presque à terme, ne serait-ce pas nécessaire de passer par l'infirmier d'abord, avant de voir un médecin, d'être systématiquement vu par un infirmier, quitte à avoir une formation complémentaire, qui pourrait résoudre probablement entre 40% ou 50% des problèmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cet accès-là? Et de garder le médecin généraliste en tant qu'interniste supérieur. Mais là, le médecin généraliste fait des certificats d'arrêt de travail, des certificats de décès, des certificats d'aptitude au sport. Est-ce qu'on ne peut pas transférer tout cela à des infirmiers qui auraient une formation complémentaire? Alors là aussi, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une place, bien entendu, pour les infirmières, pour les IPA, dans notre système de santé et dans les parcours de soins. Maintenant, il faut quand même un docteur. Il faut quand même un docteur pour faire un examen clinique un peu approfondi. C'est nécessaire. Alors, comment on fait le tri, la part des choses? La part des choses, elle se discute actuellement avec, enfin, l'expérimentation qui va démarrer. Je m'y suis engagé sur l'accès direct aux IPA, qui était prévu par la loi, par le PLFSS de l'année dernière. Donc on va tester cela sur un certain nombre de cas. On a eu l'élargissement, là aussi à titre expérimental pour l'instant, sur les prescriptions par le pharmacien, sur l'accès direct au kiné. Donc on voit que les choses sont en train de se mettre en place. Après, je vous dirais, si on veut sécuriser encore plus ce système, il y a quelque chose qui s'appelle la régulation médicale et qui est très bien, qui dès lors qu'elle a plusieurs cordes à son arc, va pouvoir, après une évaluation médicale, ou par IPA d'ailleurs, puisqu'on le fait très bien dans le cadre des IPA de psy maintenant, orienter vers le professionnel de santé le plus à même de prendre en charge cette pathologie, ce problème. D'accord, je vois bien ce que vous dites. La question est, en gros, vous mettez le médecin où? Parce que si on ne refonde pas complètement l'organisation des professionnels, quel rôle et quelle place dans le système, on va continuer à faire encore du médecin qui, de toute façon, devra signer un diagnostic ou une ordonnance. C'est fini, ça. Je vous rejoins et j'ai confié, début septembre, on est à la fin du mois, j'ai confié aux ordres, dans le cadre du CLIO, donc le comité de liaison interordinale. J'ai confié aux ordres, je leur ai dit maintenant, c'est vous les responsables, c'est vous qui définissez le cadre professionnel. Donc mettez-vous d'accord sur ces transferts de tâches et ces transferts de compétences. J'attends le résultat, là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais ce que j'ai vu déjà, qui m'a été transmis par l'Ordre des médecins, c'est qu'on met le médecin comme coordonnateur, mais bien sûr, tous les professionnels de santé sont autour. On ne peut plus imaginer que le médecin fasse tout. Et si on veut résoudre les problèmes dont je vous parlais, c'est-à-dire l'accès, avoir un médecin traitant pour tous, on voit bien qu'il faut ce qu'on appelle globalement le travail aidé. Il faut des assistants médicaux qui permettent de prendre 10% de clientèle en plus. Il faut les libérer. Pour l'instant, c'est contraint dans un certain mode d'exercice. Il faut en mettre beaucoup plus. Il faut qu'on puisse partager avec les infirmières azalées. Ça fonctionne très bien. Les IPA, d'autres professionnels, pourquoi pas, les assistants dentaires de niveau 2 pour nos collègues chirurgiens dentistes. Donc on voit qu'on est en train de bouger un petit peu tout ça. C'est un très bel orchestre, il faut garder un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre et le médecin traitant, ça me semble logique. Parce que quand on regarde aujourd'hui, les généralistes font moins de 10% de visites, c'est fini. Les spécialistes, jamais, on ne voit jamais un spécialiste dans une maison, dans une école, dans une entreprise ou dans une ferme. On va dans un bureau. Les seuls qui connaissent les malades dans leur environnement de façon holistique, c'est les infirmiers, qui parfois passent 1, 2, 3, 4 fois par jour à des heures différentes et connaissent parfaitement les malades. Donc je pense qu'on a intérêt vraiment à les monter en puissance. Ils sont demandeurs, elles sont demandeuses, pas tous. Il y en a qui n'accepteront pas la responsabilité supplémentaire, parce que pour moi, il ne s'agirait pas d'être en délégation, mais d'être en vraie responsabilité d'acte. Oui, c'est tout à fait le cadre des IPA. Alors,
Je ne vous souviens pas totalement sur le fait que les médecins ne se déplacent plus, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a des généralistes, là, ils vont me sauter dessus en disant on fait encore des visites, ils en font moins, c'est vrai, mais ils en font encore quand elles sont nécessaires. Mais les IPA, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut continuer à déployer. On a presque 800 IPA, on en a un peu moins de 700 en formation actuellement. C'est très orienté sur les pathologies chroniques actuellement, mais je reste persuadé qu'avec les professionnels, il faut réfléchir à d'autres extensions pour les IPA. Oui. Vous parliez de l'école, vous parliez de l'entreprise. Mais effectivement, dans l'école, on a pénurie aussi, mais peut-être que des IPA en santé publique de l'enfant, ça pourrait être intéressant. Dans nos EHPAD, des IPA plus orientés gériatrie. Donc on voit bien qu'on a un champ à travailler ensemble. Quand je vous disais tout à l'heure, j'y arriverai pas seul, non, j'y arriverai pas seul. C'est vraiment à travailler avec les professionnels. Et ça veut dire, et on parlera ensuite d'autres choses, ça veut dire probablement que demain, je le répète, à mon avis, le généraliste va devenir, pour ceux qui resteront, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il en faille plus. Il va falloir former plus de médecins parce qu'aujourd'hui, il faut 1,8 médecins jeunes pour remplacer un ancien. Eux, bosser 65, 70 heures par jour, les jeunes vont bosser 40 heures par jour. Mais il ne faut pas plus de médecins au global si on a ces personnels qui montent en puissance. Vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, je suis d'accord sur la conclusion, pas forcément sur ce jeune bashing qui est assez habituel, hein, je suis désolé actuellement. Nos jeunes collègues travaillent différemment. Ils travaillent pas moins, ils travaillent différemment. Je ne les accuse pas. Et ils ont probablement raison. Et ils travaillent, voilà, ils prennent en charge un nombre de patients qui reste conséquent, mais ils veulent travailler différemment, ils veulent faire de la médecine, ils ne veulent pas faire de l'administratif. Ils ont raison. Et ça, c'est à l'hôpital comme en ville. Donc il y a là aussi besoin de débureaucratiser un petit peu nos fonctionnements et de laisser soit à d'autres, soit de supprimer carrément des phénomènes administrativo-bureaucratiques, si je pouvais dire, inutiles. Ça veut dire que peut-être demain, enfin assez vite, le généraliste qu'on connaissait deviendra généraliste des anciens, c'est-à-dire gériatres, des généralistes des petits pédiatres, gynécologue médical, on t'en manque aussi, peut-être andrologue médical s'il en faut demain, je ne sais pas. Mais on ne va plus voir le médecin généraliste tel qu'on le connaît. C'est fini, ça, à mon avis. Ça va disparaître progressivement sous la pression à la fois de l'intelligence artificielle. Vous voyez, vous tapez dans Medvir ou dans EdDiag, vous-même, vous mettez vos symptômes, la biologie, l'imagerie, vous avez les diagnostics dans l'ordre de fréquence décroissante. On se dit, mais voilà. Et donc, bien sûr qu'il faut examiner parfois, notamment l'abdomen ou autre, mais il y a des cas, combien de fois on n'examine pas tous les jours les malades. Vous savez, j'étais donc au Mans hier, avant d'y retourner avec vous tous, j'espère, lundi, pour justement les premiers groupes de travail qui se sont mis à travailler sur les questions dont je vous parlais, médecins traitants, permanence des soins, etc., et attractivité. Et un groupe de travail m'a dit, mais ce qu'il nous faut, c'est justement ce type d'outils pour des petits symptômes, pour trouver quelque chose. Mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est la grand-mère qu'on avait avant, qu'on appelait en disant, et qui disait, maintenant, ton gamin, il a 3 mois, c'est normal qu'il ait les fesses rouges, arrête d'embêter tout le monde avec ça. Donc, il faut peut-être qu'on trouve ce type d'outils un petit peu, vous voyez. On est bien d'accord. Maintenant, le médecin généraliste, moi, j'ai pas envie de les perdre, enfin, très clairement. Mais même la façon dont il travaille. C'est-à-dire, mon père était médecin généraliste. Moi, j'en ai fait j'ai fait plein de remplacements de médecine générale. Donc, c'était très bien, justement, d'aller de la pédiatrie jusqu'à la gériatrie, en prenant un peu toutes les pathologies. Il y a quelque chose qui me surprend en permanence, c'est qu'on a des grosses difficultés pour des pédiatres. C'est très compliqué, on voit encore à Montluçon le drame autour, mais faut-il un pédiatre pour prendre en charge les enfants, tous les enfants? C'est quand même aussi le boulot, me semble-t-il, d'un médecin généraliste. Donc peut-être qu'on va retourner à des choses un peu plus raisonnables, parce qu'on va leur libérer du temps, parce qu'ils feront plus tout ce travail administratif qui n'est pas du temps de soins, du temps médical. Je retiens. Autre sujet qui agite le Landerneau, le président de la République a lancé Choose France, qui est merveilleux. Il y a des industriels de la pharmacie ici qui investissent largement, des Pfizer, des AstraZeneca, qui mettent des centaines de millions en France. Et en même temps, on va dire à l'industrie pharmaceutique, ah oui, mais on va vous réduire les tarifs parce que vous avez gagné du fric. Quand est-ce qu'on arrivera en France à sortir de ce malthusianisme en disant, parce qu'on a fait de l'argent, parce qu'on a été bon, il faut se faire ramasser. Enfin, j'ai du mal, moi, je ne suis pas du tout pharmacien, je suis médecin. Je ne comprends pas qu'à chaque fois que quelqu'un réussit, on lui tape dessus après ça en disant « Ben non, maintenant tu vas donner, me mettre au pot parce que ça suffit ».
C'est un peu ça. Vous êtes un peu excessif dans l'analyse. Ah, quand même, c'est vécu. De même que les biologistes, je veux dire, ils ont bossé ils ont bossé comme il le fallait pour la pandémie, il faut reconnaître. 120 millions de tests faits, ils ont acheté des matériels, engagé des personnels, travaillé le dimanche. Et hop, on leur dit tout d'un coup, on va réduire vos tarifs. Comment on peut faire? On pourrait leur dire, peut-être mettre moins sur l'actionnariat et plus sur l'investissement. Ça, un gouvernement pourrait le faire. Mais de là à dire, on vous réduit les tarifs, ça a un côté, je sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez. Vous faites un raccourci qui est logique, effectivement, et que j'entends, je comprends l'inquiétude de ces deux secteurs. Il faut que tout le monde, quelque part, tous autant que nous sommes, participent à cet effort quand même. La soutenabilité de notre système social est essentielle. On n'arrête pas de dire que tout va mal, mais on a quand même en France la sécurité sociale qui est un outil extraordinaire, qui nous permet de soigner tout le monde, quel que soit son statut, quelle que soit sa fortune. C'est quand même quelque chose qu'il faut préserver. Pour le préserver, vu que toutes ces activités sont quelque part payées par la sécurité sociale, il faut revenir aux choses de base, eh bien, il faut que tout le monde participe d'une façon que je juge nécessaire, bien sûr, mais coordonnée. Et le terme coordonné, pour moi, est important, à cet effort. Alors, que ce soit nos collègues biologistes, que ce soit les industriels de santé, nous sommes sur une ligne de crête, me disait le président de la République, avec d'un côté, il faut bien sûr soutenir l'innovation. Et soutenir l'innovation, c'est France 2030, c'est quand même plus de 7 milliards et demi qui ont été mis dans la balance. C'est faciliter l'accès aux produits innovants. Là aussi, le décret est en cours de travail avec les industriels pour un accès à ces produits innovants avant même autre avis que celui de la HAS. Titre d'exemple, vous avez peut-être vu, l'assurance maladie a fait une petite enquête avec nos voisins sur l'accès aux produits innovants, en prenant 12 molécules innovantes. Puisqu'on dit toujours la France est en retard, etc. On est deuxième. Donc c'est pas si mal. On a quand même des outils qui se mettent en place pour favoriser tout ça. Après, oui, pour les entreprises un peu plus matures, il faut aussi qu'on les maintienne, qu'elles puissent rester, qu'elles puissent nous fournir des médicaments. Il faut également en attirer d'autres. Et d'un autre côté, il faut participer quelque part à l'effort de guerre. Alors, on fixe des objectifs, c'est mon rôle, c'est le rôle du gouvernement de fixer des objectifs. Après, la façon de les atteindre, que ce soit avec nos collègues biologistes, que ce soit avec les industries du médicament, on va le discuter ensemble, on va le travailler ensemble, mais les objectifs sont effectivement clairs. D'accord. Est-ce que, et pour en terminer, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, vous êtes confiant dans le fait que le CNR ne va pas s'enliser dans la durée avec des réunions à l'infini à PowerPoint insupportables à lire? Vous êtes convaincu que ça va être du concret? Que vous auriez été comme moi hier. C'est parti. Non, mais il y avait 100 personnes, 11 groupes de travail qui bossaient. Je suis passé à leur dire bonjour, c'est à peine s'ils levaient la tête. Et ils ont fait ensuite un retour de leurs travaux. C'était remarquable. Si on a ça sur tous les territoires, et on est dans l'action, je le répète, on n'est pas dans la plainte, ça ne va pas, j'ai pas de docteur, ça on le sait, on ne va pas plus loin. Et le fait d'associer les élus étaient là. Et c'est la première fois, ils m'ont tous dit, c'est la première fois qu'on a cette configuration. Élus, professionnels de santé, citoyens. Ah oui. Et ensemble, ils trouvaient des solutions. Vous multipliez ça par, je ne sais pas, le président de la République me disait 1200 territoires. Oui, c'est ça, à peu près, bon, là, peut-être pas quand même en 3 mois. On n'est pas loin, mais bon, si 200, 250, ce serait déjà bien dans tous les départements, sans oublier les Outre-mer qui ont des problèmes spécifiques. Voilà l'enjeu. Moi, je crois vraiment que c'est la première fois. J'ai vu comme ça a fonctionné au Mans. Je suis encore plus optimiste, même si j'étais certain que ça allait marcher. Pour ceux qui seront là lundi, et j'espère que vous serez tous là lundi, on vous présentera non seulement la méthode, on vous présentera aussi les premiers résultats. On va avoir 2 tables rondes, une sur l'attractivité, une sur la place des élus. Vous voyez, on cherche des sujets différents. On va avoir une discussion avec des garants. Nous avons des garants dont un est dans la salle, qui sont là pour s'assurer que tous ces travaux sont conformes à l'éthique. Je veux absolument qu'on revienne, parler d'humanisme, on revienne à ces principes d'éthique dans les métiers du soin. Oui. Donc on est dans une dynamique, je pense qu'elle va aller, ça va durer 3 mois, ça ne va pas être très long, il va falloir tous qu'on se dépêche. Et les résultats qui vont en sortir, même au fil de l'eau, dès lors qu'ils sont positifs, c'est comme la mission Flash sur les urgences. Ça fonctionne, on évalue, c'est pertinent, on garde. Et on fera les textes au fil de l'eau pour que tout ça se mette en place. C'est pas en tout cas, le grand changement que je veux intégrer là, ce n'est pas le cadre administratif qui est prépondérant. C'est quand il y a une initiative, on ne va pas forcer pour la faire rentrer dans le cadre, et si elle ne rentre pas dans le cadre, on va dire c'est bon, on arrête. Non, ça c'est fini. C'est le cadre qui va s'adapter aux initiatives locales qui fonctionnent. Et je crois que c'est ça qui est important. Ça veut dire
ça veut dire que ce qui sera prévu à Brest ne sera pas forcément le même qu'à Strasbourg, à Lille ou à Marseille, parce que dans ce pays jacobin, les expérimentations, on en fait des milliers, et ensuite, quand on passe au général, il n'y a plus rien. Il n'y a pas besoin de général. Ce sera pas pareil. De région à région, on n'aura pas les mêmes. Ce ne sera pas pareil parce que les problématiques sont différentes. Les pathologies dans l'Est mosellan, ancien territoire minier, ne sont pas les mêmes que les pathologies à Chamonix ou dans le sud-ouest de la France. Tout à fait. Donc c'est ça mon concept de la boîte à outils. Et ça a très bien fonctionné cet été. Vous allez avoir les résultats très vite. Mais on a diminué le nombre de passages aux urgences, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de problème comme on nous l'annonçait, donc on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Mais la boîte à outils, c'est chacun l'utilise en fonction. Je suis sûr que vous avez une boîte à outils chez vous. Oui, oui. Bon, vous avez un tournevis plat et un cruciforme. Oui, oui, bien sûr. Bah, voilà, pour une vis, en fonction de la vis, Exactement. vous prendrez l'un ou l'autre. Bah, c'est ce que je veux faire pour les territoires. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on va vers une régionalisation? Est-ce que sur les 3 200 € dépensés par tête de Français, on va en mettre 1 500 dans les régions, qu'elles se débrouillent, faites sans rebasage par l'État, si elles se trompent, à elles d'être responsables? Parce que c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, c'est difficile pour un président de région de dire on va fermer la petite maternité insécu au petit service. Donc on va se reporter sur l'État. Mais est-ce qu'on pourrait dire aux régions, vous vous débrouillez? On ne garde que les causes, le cancer, l'Alzheimer, les grandes causes nationales, les pandémies. Est-ce qu'on va vers ça? Non, en tout cas pas avec moi. Pourquoi? Alors, non, mais il faut que je vous dise pourquoi. Oui. Je pense qu'on a travaillé plus avec les collectivités, qu'elles soient régionales, intercommunales. Ça, c'est certain, d'où l'intérêt du CNR et de les intégrer. Maintenant, je ne suis pas favorable du tout à la régionalisation de la santé, puisque c'est ça que vous proposez. Je l'ai vu pendant la crise et après la crise, avec nos collègues allemands, italiens, espagnols qui ont ce principe. Quand on leur a expliqué qu'on avait transféré des patients en TGV à l'autre bout de la France, ils nous disaient « mais chez nous, ce n'est pas possible, parce qu'avec les régions, on ne travaille pas ensemble ». Alors que nous, on a très bien travaillé ensemble. Premier point. Deuxième point, je ne veux pas que tout le monde aille se faire soigner, je dis n'importe où, sur la Côte d'Azur, parce que la région est plus riche et qu'elle va pouvoir soigner mieux. Il peut y avoir une péréquation. Oui, à ce moment-là, on est plus régional. Enfin, je veux dire, il faut être logique. Bon. Et les grands axes, quand même, la santé, c'est de la responsabilité de l'État, la santé des Français. C'est régalien, même si ce n'est pas encore un ministère régalien, ça le deviendra peut-être. Mais en tout cas, c'est une responsabilité de l'État. Après, là, si vous voulez, l'État est là pour donner, c'est ce qu'on avait discuté aussi pendant la crise, vous savez, le principe de la doctrine, la stratégie et la tactique. La doctrine, c'est les grands principes. La stratégie, c'est comment on adapte cette doctrine aux circonstances. Et la tactique, c'est fait par les gens de terrain. Ben, l'État, il est là pour donner la doctrine. La stratégie, elle se fait peut-être au niveau régional. Et la tactique, c'est au niveau de chaque équipe. Mais en tout cas, l'État gardera ce rôle de définir la doctrine en termes de santé. Message reçu et bien reçu. Merci, Monsieur le Ministre. Merci infiniment. Merci beaucoup.